Il n'y a rien de nouveau dans le coronavirus. Le titre que je propose, c'est qu'il n'y a rien de nouveau dans le coronavirus. Et en disant ça, je veux confronter une tendance que j'ai souvent vue ces derniers jours. Celle de suggérer qu'on est dans un nouveau monde, que rien ne sera comme avant, etc. D'une certaine manière, c'est vrai. Tout a changé. On ne va plus au travail, on ne mange plus dans les restaurants, ainsi de suite. Et je ne veux surtout pas contredire ce que dit Frédéric Neyrat dans son excellente vidéo, lorsqu'il parle des vrais changements qui sont déjà en train de se produire. Encore plus de mesures de contrôle, plus de surveillance, etc. Et pourtant, si on regarde autour de soi, on voit que rien n'a vraiment changé, même si tout est différent. On n'est plus dans la rue, on reste à la maison, mais on passe souvent son temps à attendre que la vie reprenne. C'est vrai qu'il y aura des gros changements et que ces changements vont amener beaucoup de misère. Des gens qui meurent, des taux de chômage hors de tout contrôle. Mais on peut quand même se demander s'il y aura des changements au niveau du sens. Aux gens qui ont perdu leur emploi, on leur dit qu'il va falloir en trouver d'autres. Et pour répondre au fait que les gens dépensent beaucoup moins d'argent maintenant, les gouvernements, ou beaucoup d'entre eux, répondent en disant « On va vous envoyer de l'argent pour que vous puissiez continuer à dépenser, pour que l'économie continue à marcher. » On pourrait même dire que cela arrive à chaque fois qu'a lieu une soi-disant urgence. Le monde change, mais pas vraiment. Bientôt, c'est comme si rien n'avait changé. Et on constate que les régimes de sens sont très habiles quand il s'agit d'incorporer, de subsumer, d'assimiler, voire d'absorber ce qui paraît, dans un premier temps, inincorporable, inassimilable, complètement nouveau. Il n'y a pas de rupture dans ce qu'on vit, pas au niveau du sens. Il y a des différences de degrés, mais pas de nature. Tout cela me rappelle Blanchot, par exemple lorsqu'il écrit, au début de l'écriture du désastre. Je cite « Le désastre ruine tout, en laissant tout dans l'état. » Fin de citation. Et ici, il faut vraiment penser à ce que tout veut dire, je pense. Ou lorsqu'il écrit, à propos de l'angoisse qu'on est censé sentir, je cite « Angoissé, tu ne le serais pas. » Fin de citation. On a beau dire que le Covid-19 est un désastre, et c'est peut-être vrai, mais ce n'est pas vrai selon le sens que Blanchot donne à ce terme. Pour lui, le désastre appartient toujours au sens, et plus spécifiquement, à l'incorporation dont j'ai parlé, l'absorption que le sens effectue, sa capacité de rendre toute signification égale à toute autre. Le fait, pour citer Blanchot encore une fois, que le désastre prend soin de tout. Fin de citation. Y compris de toute exception qu'on peut supposer. Tout ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. Je souscris entièrement aux thèses de Jean-Luc Nancy lorsqu'il écrit dans son article Communovirus que le virus nous oblige à nous interroger sur la possibilité de trouver, ou mieux, de créer des valeurs qui ne sont pas celles de l'équivalent général. Des valeurs qui ne se mesurent d'aucune façon. Mais comment faire ça dans le contexte de cet équivalent général, de ce désastre du sens? On peut bien sûr trouver des ressources pour répondre à cette question dans les ouvrages de Nancy et de Blanchot. Mais j'aimerais répondre dans l'esprit de quelque chose que j'ai beaucoup aimé ces derniers jours. La formation sur Internet de plusieurs clubs de lecture virtuels, où des personnes se réunissent pour lire et discuter ensemble. Et puisqu'on sait que dans ces clubs, on choisit presque toujours des romans,
j'aimerais parler de quelques romans qui peuvent nous aider à penser la situation actuelle, même si son auteur est mort depuis presque 20 ans. Je parle de l'écrivain allemand W.G. Sebald et des romans qu'il a publiés surtout dans les années 90. Ce qu'on voit partout dans les livres de Sebald, c'est un certain équivalent général, mais pas celui de l'argent. Je parle de la destruction. Ces narrateurs parlent sans cesse des actes de destruction. On pourrait même dire que les livres sont composés de rien que ça, des actes de destruction qui donnent lieu à des réflexions sur ces actes, qui font penser à d'autres actes sur lesquels il faut réfléchir, ainsi de suite. Il parle tant de la destruction qu'il devient difficile de séparer ou de distinguer un tel acte de destruction de tous les autres. Et dans ce sens, c'est une écriture de pure absorption. Les critiques de ces œuvres cherchent souvent des issues de tout cela, des façons de sortir de cette logique, et ils ont tort de le faire, parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que le sens, dans ces livres, est fait de ça. C'est la destruction qui fait sens. Et c'est pour cela qu'il faut chercher des manières non pas d'en sortir, mais peut-être d'en faire autre chose. Car en même temps que la destruction est partout dans l'œuvre de Sebald, on peut dire que rien n'est moins certain que la destruction. C'est-à-dire que les narrateurs, qui ressemblent tous à Sebald, ne savent jamais exactement quoi dire d'elle. Les actes de destruction sont souvent l'objet d'émerveillement ou d'étonnement. On ne sait pas exactement pourquoi la destruction arrive, ni où elle mène. On ne peut pas la contrôler, on est absolument passif devant elle. C'est comme si elle avait ses propres logiques et ses propres destins, qui résistent à la compréhension. La destruction, autrement dit, s'engage dans une sorte d'autodestruction, une destruction de son propre sens. Non pas pour former un non-sens, pour dire n'importe quoi, mais pour arriver à des moments où s'ouvre le tout du sens. Non pas vers autre chose, mais vers elle-même, vers la création qu'on trouve sous les significations qui semblent figées. D'où la joie qu'on trouve toujours dans la lecture de Sebald, la joie qui se trouve partout dans ces livres qui ne parlent que de la destruction et de la mélancolie. Ce que fait Sebald, ce n'est pas exactement de sortir de l'équivalent général, mais de le faire trembler, pour qu'ouvre dans son sein la possibilité, pour citer Blanchot une dernière fois, d'amener à la surface quelque chose comme du sens absent, accueillir la poussée passive qui n'est pas encore la pensée, étant déjà le désastre de la pensée. Fin de citation. Car le désastre, c'est ça aussi. Le surgissement de ces absences qui deviennent des ressources pour la création, qui sont déjà la création. Pas de nouveauté ici. Mais trouver dans l'équivalence désastreuse des éléments qui font ouvrir, détourner, fragmenter le tout dont il faut partie. Les moments où rien ne change, les moments où tout change.